Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, les poulets de Loué qui volent au secours des poulets de Doux. 1200 emplois en jeu en Bretagne. Sous la pression du gouvernement, le groupe français a déposé une offre de reprise. La bataille du rail à 4 jours du début du mouvement. La SNCF tente de dissuader les grévistes en imposant des retenues sur salaire sur les jours de repos. Hurlement des syndicats. À 8h15 avec la ministre des Transports Elisabeth Borne, nous ferons le point sur les concertations, les modalités de la grève, les remboursements, etc. Que s'est-il vraiment passé vendredi dans l'appartement de Mireille Knoll? Sur quoi repose l'hypothèse d'un crime antisémite? Les informations Europe 1 de Pierre de Cossette à suivre. Dans ce journal encore, le plan Villani pour que la France rattrape son retard en intelligence artificielle. Ce sera l'enquête du 8h avec Carole Ferry. Les revenus d'Airbnb directement transmis au fisc dès l'an prochain, nous dira Nicolas Barré. Les obsèques ce matin des victimes de Trèbes dans l'Aube. Et puis étonnant, on va créer une nouvelle forêt en Île-de-France sur un espace plus grand que le bois de Vincennes. La volaille risque bien d'être découpée, le groupe démantelé, mais une offre de reprise, une offre surprise va peut-être changer le sort des 1200 salariés et des quelques 270 éleveurs qui dépendent aujourd'hui des usines Doux en Bretagne. C'est le groupe LDC, connu pour sa marque des poulets de Loué, qui s'est manifesté hier soir dans une proposition concurrente à un repreneur ukrainien, François Geffrier. Les discussions ont été très compliquées jusqu'au bout et c'est pour ça que le groupe français LDC a tardé à déposer son offre après avoir été, selon nos informations, expressément sollicité par les services de Bercy. Il y a donc 2 offres en concurrence pour reprendre Doux, une entreprise qui a déjà fondu depuis 6 ans, passant de plus de 3400 salariés à 1200 aujourd'hui. Elle a 2 activités principales, les produits élaborés, ce sont des saucisses de poulet, des escalopes panées ou des nuggets, et l'export de poulet vers le Moyen-Orient. Pour l'instant, les repreneurs potentiels n'ont pas dévoilé le contenu exact de leur offre, mais le groupe français LDC, allié avec l'actionnaire actuel de Doux, pourrait présenter dès ce matin son projet aux salariés lors d'un comité d'entreprise à 8h30. On sait que LDC a fait de l'origine France un argument de vente efficace basé sur la qualité, mais impossible de savoir combien de salariés de Doux il pourrait reprendre. Il ne s'agit de toute façon que d'une proposition de reprise. C'est le tribunal de commerce qui choisira entre le français LDC et l'offre ukrainienne. François Geffrier, la filière continue de vivre des heures difficiles. Avant-hier, une autre société de volaille bretonne, Tilly Sabco, qui a déjà connu 2 plans sociaux depuis 4 ans, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Brest. Europe 1, 8h02. Après l'hommage national hier, les obsèques des 4 victimes de Trèbes aujourd'hui. Cérémonie prévue à 9h en présence du Premier ministre avant les 4 inhumations. Écoutez cet employé de la supérette attaqué. Il était un ami proche du boucher Christian Medves. Il ira à son enterrement. Bon, j'y vais d'abord pour me recueillir et me souvenir de Christian. Ouais, je le connaissais depuis longtemps. Mais c'est bien qu'on y aille ensemble, tous, l'équipe. Je ressens plein de trucs. Je revois les images et ça me fait mal. Je ne dors pas trop. J'ai une boule au ventre que j'arrive pas à faire partir, quoi. Si vous voulez, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me vider, mais j'y arrive pas. Il faut penser à nous, il faut prendre le temps petit à petit, mais je pense que ça va être long, franchement. Et de repasser devant l'accueil, là où tout s'est passé, quoi, et de repasser chaque jour devant la boucherie, ça va faire très mal. Moi, j'appréhende l'avenir. Et ça m'angoisse. Propos recueillis par Jian Bergaoui à Trèbes. Tout ce qui rassemble grandit, a dit le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. La foule était grande hier soir, place de la Nation, en mémoire de Mireille Knoll. Les activistes qui ont invectivé et chassé Jean-Luc Mélenchon. Tout petit, le leader des Insoumis a dû quitter la marche blanche. Marine Le Pen, elle, a dû se tenir à distance. Tous sont passés hier devant l'immeuble de l'avenue Philippe-Auguste où la vieille dame a été tuée de façon atroce sans savoir réellement ce qui s'est passé vendredi dernier dans son appartement. Qu'est-ce qui caractérise la piste antisémite retenue pour l'instant par la justice à ce stade de l'enquête? En réalité, Pierre de Cossette, tout tient aux déclarations des 2 suspects qui s'accusent mutuellement. Dans le huis clos de l'appartement de Mireille Knoll, Yacine, un voisin de 20 ans, et Alex, son comparse connu en prison, boivent du Porto avec la vieille dame. Après quelques verres, Yacine aurait prétendu que les Juifs ont une bonne situation, ce que Mireille Knoll, qui vivait modestement, aurait contesté. La suite, c'est un engrenage, des objets volés et surtout un déchaînement de violence. Mais qui a porté les 11 coups de couteau? Alex, là encore, accuse Yacine d'avoir tué l'octogénaire en criant « Allahu Akbar », élément accablant, mais contesté par le voisin et son avocat, Fabrice de Corrodi. Il disait qu'elle était sa bienfaitrice. Il
Il l'aidait à faire ses courses, elle lui donnait une petite pièce à cette occasion. C'était une voisine qui l'appréciait. Le religieux n'existe pas chez mon client. Mon client a révélé des informations décisives qui ont permis d'interpeller le deuxième suspect dans la nuit de dimanche à lundi. Celui-ci est dans une situation de vengeance et a fait des déclarations excessives en évoquant ce mobile antisémite qui n'existe pas. La famille de Mireille Knoll n'avait jamais noté chez ce voisin un peu envahissant de comportement antisémite. Rien non plus du côté policier. Un axe de travail dans une enquête qui ne fait que commencer. Les informations Europe 1 de Pierre de Cossette. Un plan, une stratégie, des mesures pour que la France rattrape son retard en matière d'intelligence artificielle. Voilà ce qu'Emmanuel Macron va dévoiler aujourd'hui au Collège de France à Paris sur la base d'un rapport du député et mathématicien Cédric Villani. Espoir et crainte que la machine devienne plus intelligente que l'homme et remplace notre travail. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est quoi exactement ? Eh bien avant, on programmait un ordinateur pour qu'il effectue une tâche. Aujourd'hui, on apprend aux machines à réfléchir. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est comme avec un bébé, à force de lui montrer des milliers d'images de chats, il reconnaît ce qu'est un chat. Dans la vie de tous les jours, c'est la voiture autonome qui reconnaît quand elle doit freiner. C'est notre réveil qui nous dit ce matin, il y a des bouchons. Si tu ne te lèves pas maintenant, tu vas être en retard. C'est le chatbot de votre banque, ce petit écran qui vous permet de poser des questions en temps réel. Derrière, vous n'avez pas des salariés, mais un ordinateur entraîné à répondre aux questions. Le champ est extrêmement large, on entrevoit à peine tous les changements selon le spécialiste de l'intelligence artificielle, Stéphane Mallard. En fait, c'est pas une petite révolution, c'est même une révolution considérable qui va tout changer dans nos vies, dans nos sociétés, dans le monde du travail, où il y aura de l'intelligence artificielle partout, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos logiciels. Aujourd'hui, vous avez votre smartphone, c'est vous qui faites les actions dessus. Demain, l'intelligence artificielle sera proactive, c'est elle qui vous suggérera des choses. Elle sera capable, par exemple, de payer vos factures, de payer vos impôts, et elle vous enverra juste une notification pour vous dire, au fait, j'ai payé tes factures, j'ai payé tes impôts. Oui, ça va aller bien au-delà de nos factures et nos impôts, non Oui, Carole ? Bien sûr, il y a énormément d'attentes. Dans le secteur de la santé, les machines qui pourront détecter beaucoup plus finement qu'un médecin un cancer sur une IRM, par exemple. Beaucoup d'attentes également dans le secteur de la défense. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est très en retard par rapport aux Américains, aux Chinois, aux Canadiens. Et c'est pour ça que ce rapport préconise notamment de multiplier par 3 les formations d'ici 3 ans. Aujourd'hui, les grandes écoles d'ingénieurs ont des cours d'intelligence artificielle, mais pas de cursus spécifique. En France, on n'a pas de BTS ou d'IUT spécialisé. Les besoins sont tels que Microsoft a même anticipé en créant sa propre école au sein même de son siège social en région parisienne. 24 élèves qui ont droit à une formation accélérée de 7 mois avant de passer un an en entreprise. On entend pourtant surtout dire que ça va détruire des emplois. On sait combien, Carole ? Non, on sait juste que ce sera énorme puisque beaucoup de tâches vont être automatisées. La vraie question, en fait, c'est de savoir si ça va détruire plus d'emplois que ça ne va en créer ou l'inverse. Et là, il y a vraiment 2 écoles. Personne ne sait aujourd'hui qui a raison. C'est pour ça que le rapport Villani propose également de créer un laboratoire du travail pour anticiper ces immenses transformations en cours. Enquête du 8h signée Carole Ferry. Merci beaucoup. Europe 1. Il est 8h09, Patrick Cohen. Branle-bas de combat à la SNCF à 4 jours du début de la grande grève. La direction a fait savoir aux syndicats et donc aux grévistes qu'elle serait impitoyable dans le décompte des retenues sur salaire. Éric Denain, secrétaire général adjoint de la CFDT Paris-Montparnasse, dénonce les basses manœuvres de la direction. La stratégie de la direction, c'est de faire peur aux cheminots, casser la grève, tout simplement. On est dans une direction qui assume sa posture de continuer l'affront qui a été fait aux cheminots au travers de la position gouvernementale et qui, en bon soldat, tente par tous les moyens de casser le mouvement de contestation. Cette grève risque de coûter cher aux cheminots. C'est complètement irresponsable et ça va durcir les positions des uns et des autres. Et risque la semaine prochaine, sur les 2 premiers jours de grève, d'avoir un complet blackout sur la circulation des trains en France. En clair, il pourrait y avoir des retenues sur salaire sur certains jours de repos. Un mode de calcul normal, répond la direction. L'interview était réalisée par Chanel Petit. On y revient avec la ministre Elisabeth Borne juste après ce journal. Et puis la CGT appelle les électriciens et les gaziers à déclencher à leur tour un mouvement de protestation de 3 mois à partir du 3 avril, c'est-à-dire mardi prochain exactement, sur la même période que les cheminots. Le fisc connaîtra bientôt tout ce que vous gagnez via des plateformes comme Airbnb. Nicolas Barré, ce sera sans même que vous déclariez quoi que ce soit. Oui, voilà, fini les locations au noir sur Airbnb. À partir de 2019, tous les revenus que vous touchez en provenance d'une plateforme seront directement déclarés au fisc. Exemple, vous louez votre appartement via Airbnb ou Abritel pendant votre absence l'été, vous touchez 500, 1000, 2000 euros. Eh bien, ces sommes seront déclarées au fisc par la plateforme et reportées par l'administration fiscale sur votre déclaration pré-remplie à côté de la ligne des autres revenus. Les plateformes n'auront pas le choix, vous non plus. Ça fait plus d'1 an que Bercy travaillait sur le sujet pour
régler les modalités techniques avec les acteurs concernés, eh bien c'est fait. Et plus de fraude donc, mais en regardant de près, il y a des services qui pourront encore passer entre les gouttes. Alors c'est le cas de Blablacar. A priori, les sommes reçues dans le cadre du covoiturage ne seront pas déclarées car elles sont considérées comme un partage de frais. Mais surtout, les sites d'annonces comme Le Bon Coin vont échapper à ce nouveau dispositif parce que la transaction ne transite pas par ces sites, elle se fait directement de particulier à particulier. En clair, un particulier qui loue une résidence via un site d'annonce pourra toujours oublier de déclarer ce qu'il a touché, alors que ce ne sera vraiment plus possible via une plateforme. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Et voici à présent la nouvelle la plus étonnante de journal, en tout cas c'est celle qui vous a fait sursauter, Julie. Une immense forêt va voir le jour à 30 km de Paris, plus grande que le bois de Vincennes. Elle sera située dans le Val d'Oise, entre Cergy et Montmorency. Les premiers arbres seront plantés à partir de l'hiver prochain. Reportage Mélanie Nunes. C'est sur une terre polluée de 1300 hectares que seront plantés 1 million d'arbres. Pendant un siècle, cette plaine a servi de déversoir des eaux usées de Paris. Depuis, impossible d'y cultiver des fruits ou légumes, explique Robert. Tous les terrains sont pollués, donc ils font du maïs actuellement, puis du blé. Non, pas pour le consommer, non. Non, c'est pour faire du carburant. Une contamination qui s'est aggravée à cause des déchets. Des dizaines d'entreprises déversent quotidiennement des tas de gravats et de poubelles, souligne Michel, qui a dû céder une partie de ses terres pour la construction de cette forêt. C'est pire que la déchetterie. Et quand on voit ce qu'ils veulent faire une forêt, il y a du travail à faire avant. Votre mari, il a vendu ses parcelles à Pierre? Ah oui, toutes les parcelles, elles ont été vendues. C'était des champs, c'était des parcelles, où il y avait un petit peu de bois. 2500 propriétaires comme elle devront céder des parcelles contre une petite somme d'argent. Des agriculteurs ou encore des gens du voyage, souligne Bernard Tailly, le maire de Frépillon, qui dirige le projet. Cet espace est situé sur la ceinture verte de la région parisienne. Il n'y a pas mieux que là pour créer l'avenir. En revanche, c'est pas pour demain matin. Car il faudra entre 30 et 50 ans avant que la forêt n'arrive à maturité. Mélanie Nunes. Europe 1.